Jacques Lacan reprend à la suite de Pontalis. Je vous remercie de ce que vous avez fait aujourd'hui. Peut-être cela va-t-il nous permettre d'inaugurer cette année une scansion qui, tout en m'apportant à moi quelques relais, quelques pauses, aura, je crois, une bien autre utilité. Il me semble que vous avez présenté avec une particulière élégance les arêtes vives d'une question où, après tout, il n'y avait que risque à vous perdre dans un détail qui, je dois le dire, est extraordinairement tentant. Moi-même, j'ai pu éprouver, à certains moments, le regret que vous n'entriez pas dans le détail de la position de la Barnum, d'une part, de la Befriedigung des Erlernbis, d'autre part, et que vous ne nous ayez pas fourni un rappel de ce que supposent, comme topologie, les systèmes psi, phi et oméga. Peut-être tout de même cela aurait éclairé les choses, mais il est évident qu'on y passerait le trimestre, voire même une année, ne serait-ce que quand il faudrait rectifier tout ce que la traduction, dans le texte anglais, apporte de distorsion à certaines des intuitions originelles qui se trouvent dans l'Entwurf. Il m'en vient là au hasard un exemple qui me tombe sous les yeux. Barnum est traduit par facilitation en anglais. Il est bien évident que cela a une portée strictement opposée. Alors que Barnum évoque la constitution d'une voie de continuité, une chaîne à cette occasion. Je ne pense même pas que cela ne puisse pas être rapproché de la chaîne signifiante, pour autant que, d'une part, Freud dit que par l'évolution de l'appareil psy, nous avons le remplacement de la quantité simple par la quantité plus la Barnum, c'est-à-dire par son articulation, chose qui glissera complètement par la traduction, par le terme de facilitation en anglais. Et la traduction française a été faite sur le texte anglais, de sorte que toutes les fautes du texte anglais ont été multipliées. Il y a vraiment des cas où le texte est absolument inintelligible par rapport à un texte simple qui se trouve dans l'Entwurf. Tout de même, je crois que vous avez mis l'accent sur les points sur lesquels va se diriger la suite de nos entretiens, qui doit être essentiellement de nous ramener à ce rapport du principe de réalité et du principe de plaisir, dont vous avez bien montré ici le paradoxe en disant que le principe de plaisir n'est susceptible d'aucune inscription dans une référence qui puisse se concevoir dans les termes d'un rapport de sa nature biologique. Mais après tout, mon Dieu, le mystère n'en est pas grand si nous voyons ceci, que le support de cet état de fait tient à ceci que c'est en somme, que c'est par l'intermédiaire du fait que la satisfaction, que l'expérience de satisfaction du sujet est entièrement suspendue à l'autre, et à celui que je puis regretter que vous n'ayez pas articulé ici, c'est que dans ce texte de Freud, il y a une très belle expression du Nebenmensch, où j'aurai l'occasion de vous en faire quelques citations, pour montrer à quel point c'est par l'intermédiaire de ce Nebenmensch, en tant que sujet parlant, que dans la subjectivité du sujet peut prendre forme tout ce qui se rapporte au processus de pensée. Ce processus de pensée dont je vous prie de vous référer à la double colonne que j'ai édifiée devant vous la dernière fois, avec cette dégustation double, qui nous servira jusqu'au bout de notre exposé, qui est très importante, et qui nous permet de concevoir essentiellement, dans une relation, qu'il nous faut toujours lier plus intimement la fonction du plaisir et la fonction de réalité qui, si nous les prenons autrement, aboutissent au paradoxe que vous avez peut-être un peu trop accentué aujourd'hui, à savoir qu'en fin de compte, il n'y aurait aucune raison plausible que la réalité se fît entendre et vint en fin de compte. L'expérience nous le montre, trop surabondante pour l'espèce humaine qui, jusqu'à nouvel ordre,
n'est pas en voie d'extinction, à prévaloir. C'est essentiellement parce que le plaisir dans l'économie humaine est quelque chose qui, justement, dans une perspective exactement contraire, ne se conçoit, ne s'articule que dans un certain rapport avec ce point, sans doute laissé toujours vide, énigmatique, mais présentant un certain rapport avec ce qu'est pour l'homme la réalité, que nous arrivons à serrer de plus près, de plus en plus près, cette intuition, cette aperception de la réalité telle qu'elle fonctionne effectivement, pour l'animer dans tout le développement de la pensée freudienne. N'oublions pas que c'est une chose justement que laisse échapper la traduction. Quand Freud nous annonce ce qui doit fonctionner pour que dans le système psy soit retenu un certain niveau de quantité Qn, c'est-à-dire quelque chose qui jouera jusqu'au bout un rôle essentiel, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas être réduit à ce niveau zéro de l'accomplissement de la décharge complète, au bout de quoi tout l'appareil psychique arriverait à un repos dernier, qui n'est certainement pas le but, ni la fin qu'on peut concevoir comme plausible au fonctionnement du principe du plaisir. Il se demande en effet comment justifier que ce soit à un tel niveau que doit être maintenue dans le système psy cette quantité Qn qui est la régulation de tout. Car vous avez là passé un peu vite peut-être sur la référence du système psy et du système phi, pour autant que l'un a rapport avec les excitations exogènes, et ce n'est pas tout dire que de dire que l'autre a rapport avec les excitations endogènes. Ce n'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit. Car dans le système psy, il y a une partie importante qui justement a rapport et se constitue pour autant que les quantités Qn, alors brutes, pures et simples, qui viennent du monde extérieur, sont transformées en des quantités qui n'ont absolument rien de comparable avec celles qui caractérisent le système psy et dans lesquelles le système psy en quelque sorte, organise ce qui lui vient du système extérieur et l'organise d'une façon qui est très clairement exprimée par Freud, qui probablement, là, lui donne quelque chose qui va dans le même sens que l'élaboration de Fechner.